Allô, re-bienvenue au podcast de Thomas Levac. Je suis de retour avec Guillaume Lorrain et Patrice Laliberté qui viennent nous présenter leur film Très belle journée. Patrice Laliberté est le réalisateur et scénariste du film. Guillaume Lorrain est comédien principal du film, scénariste du film et costumier. On en parle, c'est super important. Alors, Très belle journée, ça sort le 6 mai. C'est sorti au moment où vous m'entendez. S'il vous plaît, allez voir ça au cinéma. C'est 75 minutes. C'est un film où il se passe plein de trucs. C'est avec Sarah-Jeanne Labrosse. C'est trippant. S'il vous plaît, allez au cinéma. Et pour vous convaincre d'aller voir le film, je me tais et je laisse toute la place à Guillaume Lorrain et Patrice Laliberté. Bon podcast. Oh, ouais! Touches-tu les genoux? Non, et si tu me touches les genoux, ça me te faire dérange pas, hein? Parce que ça va mettre de l'érotisme dans le podcast. Et il manque jamais d'érotisme dans le podcast. Les genoux, ça t'érotiserait? Énormément. Ouais, ok. Pour vrai, c'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais. Tu me touches les genoux. Ouais. Est-ce que tu m'envoies un message? Est-ce que tu m'envoies pas un message? Ouais. Ça m'excite beaucoup. Mm. Messieurs, sur cette super belle note, bienvenue. Hey, merci de l'accueil. Merci. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec toi. Ça nous fait plaisir. C'est mon premier podcast à vie. Pour vrai? Ouais. On va bien faire ça. C'est fou. On va bien faire ça. Ouais. C'est super simple un podcast. Il faut que tu parles trop et que tu dises des choses que tu regrettes. C'est ça, hein? C'est ça Ouais. le secret d'un Faut que j'ai un podcast. petit remords demain, là. Il faut que demain tu te dises j'ai dit ça, tabarnak, là t'appelles ton agente, là, faut que t'appelles Tom pour enlever. C'est tout à fait normal. Et comme dans tous les podcasts, il va jamais rien arriver de mal. Toi, y a-tu des gros backfire de podcasts que t'es comme oh shit ou ça s'est jamais passé? Je suis vraiment curieux. Zéro. Je suis extrêmement chanceux. Mais t'es comme dans une zone à part. Mhm. Toi, j'ai l'impression que tu peux dire n'importe quoi. Ouais. Tout le monde te pardonne tout ce que tu dis. Ouais. Ça, c'est fou. Ouais. c'est génial. Ouais. T'as c'est pogné la un émotion. secret code, là. T'as vraiment fait le secret code que tu peux dire n'importe quoi, puis ah ouais. Qui a dit ça? Thomas Levac. Ah ouais, Thomas Levac. Ouais, on sait bien. Puis Ouais. aussi, je suis pas super vertueux. Fait que souvent, quand on te pogne, c'est ouais, tu prétends être gentil, mais tu as eu tel propos. Moi, je suis un psychopathe. Alors, peu importe ce que je dis, ils font. Ouais, c'est. Moi, je dis souvent que mon style d'humour, c'est les gars dans le métro qui crient. Tu vas jamais. J'ai entendu quelque chose de vraiment troublant. Qui l'a dit? Un gars dans le métro, il criait que il y avait les banques nous manipulaient. Tu fais comme Ben ouais, ouais. faut bien qu'il crie quelque chose. C'est une psychose. Hein. C'est une psychose, voilà. Ouais, ouais. Mon podcast, c'est une psychose. Ben, on est très heureux Je d'être suis vraiment heureux d'être dans la psychose. Psychose à 3, let's go. Tu sais, t'es réalisateur, t'es comédien, vous collaborez ensemble. Vous avez un film qui sort le 6 mai. Très belle journée. Yeah. Êtes-vous excité? Comment vous sentez à une première de film? Excité, vertige. OK. Vraiment, mais là, on l'a déjà présenté. On l'a présenté au RVCQ, rendez-vous. Puis ça a bien été. Puis les papiers qui sortent, ils comprennent la démarche. Ils comprennent l'idée que c'est pas un film avec 5 millions puis beaucoup de monde. Là. C'est un film avec pas beaucoup d'argent et 2 personnes des fois. Puis des fois, on était 7. Là. Ça, c'est les grosses journées. Sur le plateau? Ouais. Wow. Ouais, fait que, tu sais, mais le monde a compris ça. Fait que là, on est content parce que c'est comme, OK, vous comprenez quand même que c'est pas un jusqu'au déclin 2. Mhm. Ça me rassure beaucoup. C'est sûr, tu sais, quand tu sors un film puis tu te rappelles de tout le processus qui était Patrice avec son cellulaire, puis nous qui décidons de faire un film sur un conspirationniste isolé qui vit son espèce de psychose urbaine. Ouais. L'idée d'avoir tourné en selle rend ça tellement fragile, tellement... Il n'y a pas l'espèce de structure du cinéma là, qui te rend en confiance. T'es comme derrière la machine du cinéma. Il y avait 50 personnes sur le plateau. Tout le monde était bien. Tout le monde travaillait fort. On a des gros horaires. Non, nous, c'était pas ça. C'était un petit film qu'on a fait... qu'on a écrit sur le bord en avant du café Pista à se dire « Ah, check lui, check. Ah ouais, check. Ah, check ça, comment c'est intéressant, comment il marche. » Puis à nourrir un scénario qui était comme 30 Sur pages. un stalker, alors que nous-mêmes, on stalkait le monde. Ben oui, exact. Tu sais, il y avait vraiment cette idée-là. Puis ça n'a pas été un scénario qu'on a écrit, c'est du Canva. Là. Ah, Donc, génial. il y a pas... Le scénario final, il fait 28 pages. Wow! Ouais.
Est-ce que c'est dialogué ou les dialogues étaient plutôt improvisés? Les dialogues étaient là parce que y a des interprètes qui préfèrent avoir la partition. Puis après, on peut jammer avec la partition. Fait que nous, on a fait, bon, ben, je pense qu'on va vous donner une partition. Après, on a jammé avec cette partition-là, mais ça nous a forcé à écrire des dialogues. Mais sinon... Mais on a compté, je pense que j'ai 10 répliques dans le film. Wow! Sinon, c'est les autres personnages qui parlent, puis moi, je fais juste... T'espionnes? Ben, espionner, mais errer à travers ces... Tu sais, il y a mon pocher de microdoses de on ne sait quelle substance. On a l'influenceuse qui déménage à côté de chez nous, qui je me mets un petit peu à être obsédé par la présence de Flash, sa présence web, etc. Raconte-moi l'intrigue tout de suite. C'est quoi l'intrigue du film? Qu'est-ce que ça raconte? En gros, c'est l'histoire de Jérémy, qui est un coursier à vélo, qui livre des colis anonymes un peu partout dans la ville. C'est genre son boss qui a une application, puis il fait juste le texter des spots où aller livrer des sacs. On sait jamais c'est quoi qu'il y a dans un sac. Puis lui, comme il entretient une espèce de podcast sur des théories de conspiration, sur l'idée qu'on vit possiblement dans une simulation. En fait, il se questionne, je pense, pas mal sur son identité dans la société. Tu sais. Puis un jour, il y a une fille qui déménage à côté de chez lui dans sa tour à condo. Puis il se met à voir des flashs qui rentrent dans son salon. Fait que là, il commence à sentir sa présence de façon un peu plus accrue, je dirais. Puis tranquillement, pas vite, il y a une espèce de... Fascination. Fascination qui se développe pour elle. Il se met à la stalker. Il se met à découvrir qu'il essaie d'avoir des interactions avec elle durant le film, puis elle veut... Elle est fermée complètement, mais sur les réseaux, il a accès à 100 000 à l'heure. Tu sais. Puis ben, c'est ça qui fait qu'il y a comme une embûche qui se crée dans son parcours de livreur. Puis en découle, je dirais... Une situation problématique. Exact. Où il doit gérer... son obsession. Son obsession. Génial. Ouais. Et maintenant, il n'y a pas juste l'intrigue, mais il y a comment vous l'avez filmé. Ouais. Pourquoi vous avez choisi de prendre un téléphone cellulaire pour filmer ça? Ça a été des discussions. Mais Tangerine l'avait fait, Sean Baker, avec Tangerine l'avait fait, Soderbergh l'avait fait aussi avec Sane. Fait qu'on se disait, OK, ça c'est possible. Puis les films se sont rendus à des endroits, se sont rendus en festival, se sont rendus jusque sur Netflix. Fait qu'on se disait, OK, ben, c'est possible. C'est pas un truc qui est comme un peu une bévue de l'esprit. Là. On peut aller au fond de cette affaire-là. Dis-moi si je me trompe, mais les caméras de téléphone sont beaucoup plus évoluées que bien les caméras dans les années 2000. Ah ben non, c'est des bonnes caméras. Oui, pour vrai, ouais. Tu sais, j'ai regardé Les Invincibles dernièrement. Nos caméras sont beaucoup plus performantes qu'avec quoi ils filmaient. Là. Complètement. Juste le rapport à... Ben, on peut tourner en 4K. Déjà, le 4K avant les années 2012, difficile. Là, 2008, l'arrivée du 4K arrive. Nous, on n'a pas tourné en 4K parce que c'était trop difficile à gérer. On a tourné en 2K, là, c'est des détails. Mais oui, en effet, les caméras ont tellement évolué que les caméras de cellulaire, ils deviennent vraiment, vraiment performantes. Ça reste des appareils pour appeler. Red flag. Ouais, pour jouer à Candy Crush, pour faire plein d'autres choses que de faire du cinéma. Mais néanmoins, les compagnies de caméras, eux, ils s'inspirent de ces avancées-là. Puis de plus en plus, les caméras deviennent de plus en plus petites. Il y a même des caméras que tu peux enlever le capteur, ce qui fait que ton capteur, il est gros de même. Donc, c'est vraiment presque la taille d'un téléphone. Mais avec toute la machine derrière pour donner... par rapport à où est-ce que ça a été bien embêtant, là, puis là, on est en technique, là, mais c'est le rapport où le vidéo il n'est pas profond. Et on va dire, quand tu tournes avec une RED ou quand tu tournes avec des grosses caméras, il y a tellement d'informations qui est pris parce qu'ils sont tournés en log que même si une fenêtre, par exemple, va blaster puis qu'il n'y aura pas de détails, ben, en post-prod, tu peux aller rechercher, tu peux vignetter la fenêtre, aller chercher le détail, que là, c'est comme on revient des années 2000. Wow. Quand ta fenêtre est blastée, la fenêtre est blastée. Il n'y a rien à faire. Fait qu'il fallait que ça soit beau. Quand on filmait, il fallait que ça soit cute. Comme dans les années 70 ou 80. Là. Exact. Wow! Exact, ouais. Parce que j'ai cru comprendre, je connais pas beaucoup de choses au cinéma, mais quand je parle à des amis qui sont là-dedans, oui, on tourne très, très, très rapidement, mais parce que tu dis en post-prod, on va le régler. En post-prod, on va le régler, puis vous n'avez pas ce luxe-là. Non, zéro luxe. Fallait que ça soit cute, là.
tester des trucs, là, puis il n'y avait rien à faire. Là. Rapidement, le vidéo, il déchirait. Là, donc, il y avait beaucoup de granulation, il y avait beaucoup de détérioration de l'image. Fait que on était comme, non, il faut que ça soit cute. Puis après, le téléphone, on s'en est servi aussi beaucoup de manière... je savais que ça allait être un objet discret. C'est pas un gros Kodak. Fait qu'on allait pouvoir rentrer dans des foules. Au cinéma, c'est dur d'avoir des foules. Faut que tu payes. Faut que tu aies des figurants. Que là, ben, il y a des foules gratuites, là. On va au festival des Franco. Puis c'est normal que des gens prennent leur... On est habitué que des gens filment. Exact. Ah, c'est génial. C'est plus le même rapport. On a starté de tourner, puis je me souviens, on était comme, c'est le temps des festivals à Montréal, jackpot. On était comme, on va pouvoir aller se promener puis tourner notre film à travers tout le temps des festivals, Place des Arts bourrée de monde, puis juste trouver une façon de comme masquer les gens. Ou des... Ah, puis aussi, que je vois si je me trompe, mais une des protagonistes, c'est Sarah-Jeanne Labrosse. Ouais. Ben, les gens, ils font « Ah, c'est normal qu'elle se fasse filmer. Ah, c'est sûrement un contrat. » ou c'est normal. Les gens sont habitués que des téléphones cellulaires filment Sarah-Jeanne. Fait « Wow, vous avez filmé un film! » Il y a une scène... C'est génial. Il y a une scène avec Sarah-Jeanne. Sarah-Jeanne a été tellement d'une grande générosité. Là. Moi, encore... On cherchait un stunt à faire avec Sarah-Jeanne parce que Sarah-Jeanne a accepté de participer au film en tant qu'influenceuse, qui n'est pas elle. Fait que c'est comme... Elle n'a pas son attitude dans le film, c'est vraiment le personnage. Oui. Puis on a décidé d'aller tourner à Juste pour ados. Je sais pas si tu vois c'est quoi. Oui, je sais quoi. Ouais. Ben, on a réussi à avoir des passes, toute l'équipe. On était une micro-équipe. Puis on suivait Sarah-Jeanne qu'on avait arrangée dans le personnage. Puis elle a fait toute la journée comme si c'était le personnage, mais en Sarah-Jeanne Labrosse. Génial. Fait Elle jouait, c'est super. Ouais, il y a tellement de niveaux, c'est super. Ouais. Puis tu sais, dans le film, il y a Mané est en entrevue avec un vrai journaliste. Puis là, moi, je disais à Guillaume, elle va-t'en derrière, puis il va prendre des photos d'elle pendant qu'elle se fait interviewer. Puis, tu sais, Sarah, à ce moment-là, et puis Eliane, là, elle parle comme Sarah, mais il y a tout ce rapport-là où on joue. Puis il n'y a personne qui sait que Sarah joue un rôle. C'est ça qui est comme... Tu sais, moi, après, il y a des gens qui sont venus nous voir, c'est plus toi, là, qui sont venus la voir en mode... Sarah, t'es habillée drôle aujourd'hui, hein? C'est pas son look. Elle était intense à Juste pour ados cette année-là. Puis t'es comme, ouais, ben, on tournait un film. Elle avait un agenda secret, là. Ouais, exact. C'est extraordinaire. Puis moi, d'être là en tant que personnage, tu sais, et non en tant qu'acteur, tu sais, de comme m'infiltrer dans le monde des influenceurs, mais le vrai monde des influenceurs, puis juste d'être là, déguisé. Ils me connaissent un peu, il y en a qu'on connaît, tu sais, puis là, t'es juste comme, non, je te parle pas. Tu sais, c'était comme, on tourne, là. Tu sais, genre, c'était tellement une zone étrange et j'avais jamais expérimenté ça, de mélanger autant la réalité puis la fiction. Là. Vous abordez dans le film deux mondes qui me fascinent, mais que je n'adore pas. Le premier, c'est les influenceurs, puis ensuite, c'est les survivalistes. Commençons par les influenceurs. Pour avoir étudié ça, puis avoir fait un film là-dessus, qu'est-ce que vous pensez des influenceurs? C'est comme un nouveau métier, pour moi, qui me fait penser au mannequinat, là. Honnêtement, c'est juste... aujourd'hui, c'est le mannequinat 2.0. C'est des créateurs de contenu, mais qui vont mettre leur physique et leur personnalité en valeur. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Il y a plein de monde qui sont comme les artistes d'avant, ils savaient jouer des guitares, ils savaient faire quelque chose. Puis là, mais pour moi, honnêtement, c'est du mannequinat. L'influence, c'est ça. C'est Kate Moss, mais des 2020. Exact. Ouais. Elle vendait Calvin Klein. Là. Elle vendait Calvin Klein. Elle avait une personnalité. On la trouvait jolie et fascinante. Ouais, c'est pas nouveau. C'est juste la nouveauté, c'est que maintenant, ils n'ont plus besoin d'avoir un agent masculin ou whatever qui vient dire quoi faire. Ils sont en contrôle de leur propre image, ils sont en contrôle de leur réseau, de leur communauté. Il y a quelque chose aussi de la communauté qui est quand même qui est weird à la fois. Là. Moi, ça m'apparaît toujours un peu bizarre. Tu sais, d'avoir autant de gens, des kidams qui trippent sur toi, ça, moi, c'est un rapport que je trouve vraiment bizarre. D'entretenir cette affaire-là, ça, je trouve ça malsain, weird. Mais après, tu sais, c'est un métier. Tu sais, moi, je suis pas contre les influenceurs en soi. Je pense que ça a été mal brandé. OK. Le mot influenceur, c'est un mot qui est risible. Je comprends. Pour moi, c'est comme soit des mannequinats ou soit des créateurs de contenu, dépendant de si t'es un YouTuber ou si t'es... Mais c'est tellement un mot valise que tout est mis dedans. Puis, tu sais, je veux dire... On dirait que c'est né d'une insulte. Là. Ouais. Ce qui est ridicule, parce qu'au début, influenceur, on faisait référence... Un influenceur, c'était, mettons,
Michael Jordan, parce qu'il influençait le monde des chaussures, ou un influenceur, c'était Keith Richards, parce qu'il influençait la mode, ou il influençait le son du rock'n'roll pendant comme 10 ans. Et là, maintenant, c'est juste... un influenceur, toi, t'es juste la madame qui est allée à Sunwing, puis qui fume qui vape dans un avion, puis... C'est très proche de porte-parole. Ouais. C'est vraiment être porte-parole pour Hyundai. La seule différence, c'est que tu es à la télé puis que tu fais des spots. Là. Mais puis tu donnes l'impression que tu es accessible. Il y a aussi cette affaire-là que moi... Puis c'est là qu'on s'est amusé dans Très belle journée, là, où tu as vraiment une impression que, tu sais, posez-moi des questions, je veux vous entendre. Fait que là, tu es comme... Mais tu sais, c'est clairement une relation pas... Même un lien avec le fanbase. Là. Ouais. Moi, j'avais 2 voisines Instagrammeuses qui avaient emménagé à côté de chez nous, puis je la raconte beaucoup, mais c'est vraiment... c'est la genèse un peu de ce personnage-là. C'est j'avais des nouvelles voisines, puis là, comme bon voisin, je suis sur le balcon, je fais juste les saluer, je salue leur chum, etc. Puis frette, puis je suis comme, OK, bon. All right, nouveau voisin. Puis toi, t'étais à Saint-Henri à l'époque, fait que t'as pas d'amis, en plus. Dans ce quartier-là. C'est bon que tu le dises. Je veux juste te rappeler. Non, mais parce que je pense que c'est important que tu dis pourquoi t'étais ouvert à rencontrer des gens. Moi, mon voisinage... Non, mais mon voisinage... T'es cordial n'importe aussi, où, c'est mon voisinage, là. C'est important que t'avais pas d'amis. Que j'avais pas d'amis. Dans ce quartier-là. T'étais seul, man. Dans ce quartier-là. Mais je dirais pas que c'est pour ça que j'ai parlé à mes voisines. Mais au fur et à mesure, je me rends... Tu sais, c'est ça, le lien était fermé complètement dans la réalité. Puis, un moment donné, je me suis rendu compte que c'était des influenceuses à force de voir la quantité de photoshoots qui avaient lieu devant chez nous, au resto à côté de chez nous, le yoga dans le parc, etc. Tu sais. Puis, je les ai retrouvés. Puis, je me suis rendu compte que j'avais tellement accès à leur vie. Mais tu sais, vraiment, là, je pouvais être leur chum, là, je pouvais être leur ami. Là, tu connais sa mère. Je connais toute sa famille. Mais leur quotidien, tu sais, je veux dire, je me dis des fois, les influenceurs, êtes-vous fous? Si je suis voleur, là, je sais quand est-ce que je peux aller chez vous parce que, là, je m'en vais manger avec des amis. Je m'en vais à New York. Oui, ben cool, bonne affaire. Puis en plus, pendant toutes les autres stories, tu peux voir, t'as tel vase, t'as tel ordinateur, t'as tel objet. Mon balcon était relié, là, quasiment. Là, j'aurais pu juste puis rentrer si j'avais voulu. Mais, tu sais, à une époque, c'était un cauchemar. Ben oui. Ouais. En tout cas, fait que c'est comme de là qu'on est parti sur l'influence sans en être... En même temps, le rôle de Sarah Jeanne, c'est pas, je dirais... on n'a pas approfondi à 100 000 à l'heure comme, mettons, Fabuleuse l'avait fait, qui avait creusé, qui s'est inspiré de plein d'influenceurs. On a quand même été, je dirais... c'est une image assez classique, là. Même, je dirais, une image datée. Moi, c'est ça qu'on m'a dit comme feedback, que c'était comme une image qui n'était plus tout à fait d'actualité. Fait que c'est comme un espèce de souvenir de ce que c'était quand on a commencé à découvrir vraiment... Les influences. Tu sais, comme c'était assumé, là. Tu sais, j'ai 70K d'abonnés, puis c'est de même que je gagne ma vie, puis check mon linge. C'est tout le rapport à ce qu'ils mettent de l'avant, puis la réalité aussi, là. Tu sais, t'es continuellement en mise en scène. Coachella! Oui, puis c'est sûr que c'est ça que tu vois. Tu sais, il n'y a rien de plus drôle que le compte Influencer in the Wild, où est-ce que tu vois que c'est des influenceurs qui se prennent en photo, puis après, le décor autour est tellement lame. C'est tellement lame faire ça. Mais après, tu vois le résultat, puis t'es comme, waouh, quelle belle vie elle a, cette personne. Ben, contre-argument, comme un plateau de cinéma. La première chose que, quand tu visites, au début, tu tripes sur le cinéma, tu visites un plateau, tu fais, c'est tout. Il y a juste des panneaux blancs partout. Et le but, c'est que ça soit beau pour un petit espace dans la lentille, mais le reste. T'aurais été déçu de voir notre plateau. C'était comment notre plateau? C'était comment? Ben, c'était un appartement. C'était l'appartement d'une amie qui nous a gentiment passé son appartement parce que j'habitais là des fois. Puis, ça a été... Ben, on a changé tout son décor. Mais l'appart était déjà un peu vide à la base. Là, fait qu'il y avait comme un truc un peu... Puis c'était vraiment un appart particulier. Là, c'était comme son appart d'étudiante à l'époque. Puis elle avait toffé 10 ans là-dedans. Fait que je pense qu'elle était comme... Fait qu'on a, pendant 1 mois et demi, on a fait un décor. Puis tu sais, on était entre 4 et 8. Là. Ouais. C'était à peu près ça. Là. Wow! On a tourné dans cet appartement-là, mais aussi on a tourné énormément dans la rue. Là. Pat puis moi, on était au début, on était lui puis moi.
on l'a pas dit tantôt, mais on a tourné en cellulaire aussi parce qu'on n'avait pas une scène. Ah ouais. Tu sais, puis le cellulaire, la caméra, il l'avait dans les poches. Fait que c'était comme, pourquoi on essaierait d'imiter un espèce de gros plateau avec un gros Kodak qui va être genre le plus gros des boulets pour la prod, tu sais. Fait qu'on s'est dit, on va le shooter avec ce qu'on a, tu sais. Puis, fait que Pat, il me suivait en bike, là. Il y a des séquences de bike. On n'aurait jamais pu faire ça avec un Kodak réglo de cinéma, tu sais, je veux dire. Des shots, je passe entre un bus puis le trottoir, mais tu sais, on Et parle... les syndicats? Ah, mais les assureurs. Et les... assureurs. Exact, Non, c'est les exact. assureurs. Pardonne-moi. Ouais. C'est vraiment... Ben, les syndicats Non, aussi. les syndicats aussi. Les ouais, syndicats ouais. aussi, et justement, c'est une raison de pourquoi c'est moi qui filme ces séquences-là, parce que ben, je veux pas mettre Christophe en danger, puis je veux pas qu'il y ait un accident. Christophe, le DOP. Christophe le DOP. Je veux pas qu'il y ait un accident sur le plateau, puis que, ah ouais, sur Couronne Nord, c'est l'histoire où il y a eu un... Le gars qui s'est disloqué l'épaule. Ben, disloquer l'épaule, ça va, mais tu sais, imagine, il est mort, tu sais. Ouais. Fait que Après, ça a été fait tirer dessus sur un plateau. Quelqu'un est mort écrasé par un bus, là. Ouais, exact. Fait que je me suis dit, on va se mettre nous-mêmes en danger là-dedans. Fait qu'il y avait... ouais. On s'est promené énormément. On a commencé, le premier test qu'on a fait, c'était au festival de jazz. Puis ça ressemblait à moi qui livre un sac à travers la foule, Christophe qui tient la caméra en face de moi, puis t'as 4 autres personnes qui font juste... T'as le perchiste, t'avais Pat, puis c'était ça, là. Est-ce que vous tournez avec une seule caméra ou plusieurs caméras partout au montage? On s'amuse? Non, avec une seule caméra, vraiment en mode cinéma, là. C'était vraiment l'idée de pas multicam. Puis la réalité, c'est qu'on était trop pauvres pour s'acheter une deuxième caméra. Puis à un moment donné, on a eu de l'argent. La 10e journée, on a eu de l'aide de Téléfilm. On a eu un 120 000. Là, on a pu s'acheter une nouvelle caméra, un nouveau cellulaire. Moi, j'ai pu retrouver ma fonction appel dans mes poches. Puis C'était ton cellulaire? Ouais, c'était mon cellulaire. littéralement. Il rend ça! Mais non, Oui. mais c'est mon cellulaire, là. Fait que j'ai pu... on avait... Attends, mais... C'est pas des farces, on là. revient- Non, non, mais c'est- on revient... Thomas, il y a une journée... La scène du vélo, là, d'ailleurs, cette journée-là, on arrive le matin sur le plateau, on est 2. Il y a juste Guillaume et moi. J'ai le Il pick-up. est 7 heures. J'ai le pick-up de mes parents Ouais. parce qu'on a du gear un peu à transporter. Nos vélos. On a nos vélos à transporter. Puis je sais pas pourquoi on a le pick-up. En tout cas. Puis il est 7 h du matin, puis on se rend compte que ni lui ni moi a 6 $ dans notre poche Pour le parcomètre. et dans nos comptes bancaires. À 2, on peut pas payer de parcomètre. C'est hilarant. Ça, c'est le degré de pauvreté qu'on était. Mais on était nono, là. Fait que là, il a fallu qu'on appelle notre amie Julie Groslot, productrice du film, qui était comme ouais, tu peux-tu mettre genre 2 heures en H256? As-tu l'application? Ouais, t'as-tu l'application de parcomètre? Elle était au réservoir Gouin, à l'autre bout. Elle était comme, vous êtes tellement loqueux d'être tombé. Genre, je m'en vais sur l'eau là, en ce moment. Elle s'en allait tourner un film sur le réservoir Gouin. Elle n'aurait aucun réseau. Autre budget, hein? C'est pas les mêmes conditions de travail. Non, en effet. Puis, ben c'est ça, ce matin-là. Donc, la scène là, de bike sur Sherbrooke, là, qui aurait coûté probablement, si on avait décidé de faire ça en mode américain ou même en mode québécois, c'est impossible. Ça aurait jamais été... Cette Ni shot-là trop rush. aurait jamais existé. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Ben, il faut bloquer... D'abord, on dévale Sherbrooke. Donc, il faut bloquer Sherbrooke, qui est une route provinciale. Déjà, là, le ministère ne te laisse pas faire. Déjà, on va dire que tu as des millions. Là, tu dis, ah oui. Là, on dévale en plus 5-6 coins de rue. Parce que c'est un plan séquence où on n'arrête jamais. Donc, en termes de géographie, là, il y a beaucoup... On traverse beaucoup avec une take. Avec une take. Ensuite, quand on bloque une rue, ben, si on bloque la rue, il n'y a pas de voiture. Donc, on doit fournir les voitures. Ouais. Et donc, fournir une voiture, c'est genre 250$, on va dire, louer un char. Le gars dedans, il coûte 250$. Fait que c'est 500$ à chaque char. C'est pour ça que The Avengers, ça coûte des affaires comme 460 millions parce qu'il y a 45 minutes du film qui se battent dans Los Angeles. Puis ça, c'est des décors, tu sais. C'est des chars loués, c'est des... Fait que, tu sais, juste l'autobus scolaire, par exemple, c'est 3500$, c'est louer un bus, là. Puis après, imagine juste... Plus un cascadeur. Ouais, plus ça coûte tout une fortune, chorégraphier cette cascade-là. La rig de cam qui me suit pendant... Puis le reset. Parce que Qu'est-ce que tu faisais? Ben, tu fais la prise, T'en fais une autre? t'en refais une autre. OK, tout le monde, on va tout en revenir en première position. Fait que le char qui a pété, puis là, je comprends. Fait que là, essaie de chorégraphier encore. Puis tu sais, juste le problème de chorégraphier, juste cette affaire-là. Il n'y a pas de chorégraphie, c'est Guillaume on improvise. On va voir Puis ce qui là, va arriver. il y a un boss qui arrive. Il va-tu le faire? Il va pas le faire? Ah, Chris, il le fait. OK, bon, on continue. Tu sais, Génial. fait que ça aurait été... pour vrai, heureusement qu'on n'avait pas d'argent. Parce que si on avait eu de l'argent, les assureurs
nous aurait dit ça, c'est pas possible de faire cette scène. Fait que c'est là qu'on a. On était un petit peu wise, puis on a utilisé les forces qu'on avait à travers les 1000 contraintes qu'on avait. Wow. Ça me fascine. Et ce projet-là a été réfléchi et tourné avant jusqu'au déclin. Ouais. Wow. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Ah, man, l'urgence. Fallait. Je pense que ça faisait 2 ans qu'on avait que des refus là, à toutes les institutions à force de suivre le chemin classique. Là. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, parce que beaucoup des gens qui trippent sur l'humour, mais un peu moins sur le fonctionnement du cinéma québécois. Tu veux faire un film, comment ça marche au Québec? Ben, pour faire un film, c'est du mécénat public la plupart du temps. Il y a un peu de mécénat privé, mais 85% des films qu'on voit, c'est du mécénat public. Donc, c'est des institutions gouvernementales, SODEC, Téléfilm qui vont donner l'argent. Donc, tu dois écrire un scénario, tu l'envoies, et là, il y a 3 personnes qui vont regarder ton scénario, puis ils n'ont pas beaucoup d'argent à donner. Fait que là, ils vont vous dire « Ah, mais corrigez ça. » Alors que, tu sais, le film, il serait bon à lancer. Mais c'est juste qu'il faut qu'on attende d'avoir assez d'argent. Puis il y a comme une ligne, il faut qu'on attende. Fait que là, tu vas faire plusieurs dépôts à te faire dire « Corrige plein d'affaires. » Puis ça, juste, il y a un dépôt par année. Fait que juste en développement, tu peux être comme 2 ans. Tu sais, c'est pour ça que le cinéma, on n'est jamais dans l'air du temps. Je comprends. Parce qu'on est toujours en retard de 3 ans et ça prend trop de temps à financer. Fait que ça, c'est comme ça qu'on finance au Québec. Puis là, c'est juste en développement, là, c'est l'écriture du scénario, parce qu'après, tu tombes en production, puis là, tu peux attendre encore 2-3 ans avant d'avoir ton argent. Là. Sacrifice. Oui, des projets qui commencent en 2012, qui vont voir le jour, il en existe. Là. C'est lourdeau, là. T'arrives pas comme dans ton jam space avec ton band, puis tu fais une nouvelle tune, puis t'as mis sur Spotify. Il y a comme un processus, là. Comme nous, on enregistre à 11h le matin, puis ça fait sur Patreon en 4 heures. Là. C'est ça. Exact. Il n'y a pas cette instantanéité-là en cinéma. C'est super difficile. Vraiment, en télé, un petit peu plus. Là, je pense que les rythmes vont plus vite puis on peut être un peu plus calqué sur l'air du temps. Mais en cinéma, c'est impossible. Puis en plus, ben, la SODEC ont quand même des lignes directrices on se les fait dire rapidement. Là, les films de genre, ça marche pas. Les concept films, on va à dire l'époque, ouais, à l'époque. Là, ça a beaucoup changé. Là, en 4 ans, on a vraiment vu une différence. Là. Mais moi, on se faisait dire... Ah, mais votre film, là, c'est vraiment pas SODEC. Il faudrait que vous présentez votre film à Netflix. Puis en 2017, se faire dire ça, c'est comme l'équivalent de Thomas, pourquoi tu vas pas sur la Lune? Il y a du monde qui sont allés sur la Lune. Tu dois être capable. Là. Ou l'équivalent, je présente un truc à Juste pour rire, puis foncer. Tu sais quoi? Présente-le à Netflix, Tom. Présente ton heure à Netflix. D'un coup, ils vont se filmer. C'est impossible. Ben oui. Tu sais, c'est comme, c'est un truc... fait que nous autres, on a comme été un peu on a fixé sur notre projet de film, de thriller survivaliste, puis on est allé au fond de cette idée-là en se disant, de toute façon, la SODEC, ça va vraiment être difficile. Puis on a essayé de le faire financer en court-métrage, en mode, il y a un truc que tu peux faire, là, c'est que tu fais un court-métrage, puis tu appelles ça un concept pour le prochain. Fait que là, du court-métrage, il y a des gens qui peuvent voir, ah, wow, ça ferait un super long-métrage. Puis là, on vous donne l'argent, puis on peut faire ça. Fait qu'il y avait cette idée-là, mais même encore là, le court-métrage, on se le faisait comme... Non, c'est pas... Puis... Avec ce film-là, on s'est juste dit, Chris, on va le faire, man. Mais c'est pas jusqu'au déclin. Non, mais celui-là, on s'est dit, cet été-là, on s'en va le faire, peu importe, on met toutes 1000$, puis regarde, tu l'as tout ton été, j'ai rien devant moi, toi, t'as rien devant toi, on le fait-tu ou on le fait pas? Puis il a fallu qu'on se pitch, tu sais. Ça a été ça le feeling. Puis là, finalement, en cours de route, on s'est rendu compte que ce film-là fitait tellement avec une sub, qui est comme une sub de micro-film, de micro-budget, tu sais, puis... On était comme, ben là, faut aller là, il faut faire ce film-là avec ce 120 000 $-là, puis c'est ça qui a fait qu'on a eu un peu d'argent finalement pour comme... Parce qu'on s'entend, là, on l'a shooté pendant 4 ans, ce film-là, fait qu'il fallait avoir de l'argent pour le finir, là. Puis tu sais, faut voir, là, 125 000, ça a l'air super, là, tu peux t'acheter un char avec ça, là, mais en cinéma, 125 000, tu vas pas loin, là, nous, 4 ans auparavant, on a fait un film, un plan séquence, drame de fin de soirée, ça dure 6 minutes, ça nous a coûté 220 000. Wouh! Dès que tu es en mode cinéma, ça rentre. Qu'est-ce qui coûte cher, ça? Qu'est-ce qui fait que ça la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, le crew, tu sais. Le crew, c'est énorme. Ben, tout ce qu'on se disait tantôt sur ta responsabilité que tu dois prendre comme équipe de prod pour sécuriser l'endroit que tu vas aller tourner. Tu dois re-remplir ce lieu-là, mettons, de chars, de figurants. Drame de fin de soirée, c'était un club, c'était tout un plan séquence une fin de soirée dans un club qui vire tout croche. Moi, je pétais une bière sur la tête d'un gars, fallait que tout ça soit géré. Le plan séquence... L'équipe de cascade. On faisait un donut après ça dans le stationnement, toujours en plan séquence. Fallait qu'on trouve une façon de rentrer la caméra dans
le char pour ensuite commencer le donut. Louer le stock. Le Louer stock, le c'est stock. énorme. Ça coûte super cher. La lumière, j'ai compris. C'est des gros. Pour avoir une si belle image, ça prend de la grosse lumière, puis les gens pour l'installer. Des Exact. objectifs aussi. Tu sais, des objectifs qui coûtent 120 000, ben on les loue. Tu sais, il faut que tu les loues. Tu sais, un kit, ça va te venir à 4-5 000 $ par jour, là, tu sais, juste pour avoir des objectifs. Fait que c'est exponentiel, là, le cinéma. Comment que ça peut coûter cher. Mon ami Ménard, il m'expliquait que la raison pourquoi, corrige-moi si je me trompe, le cinéma américain, les budgets étaient aussi gros, c'est s'ils ont une lampe, ils l'ont 6 fois. S'ils ont une caméra, ils l'ont 6 fois comme ça. Il y a un bris, il n'y a pas « qu'est-ce qu'on fait? » On l'enlève. La deuxième, comme ça, ils peuvent tourner sans arrêt. Et puis il y a aussi la mentalité aux States que plus que tu investis, plus que ton film va être un succès. Tu sais. Ah! Il y a cette espèce de mentalité-là sur le production value que c'est pas du tout ça qu'on a au Québec. Là. Tu sais, c'est comme. C'est l'inverse. Ben, les studios, là, je parle surtout pas les indie films américains, là, mais les films de studio, c'est comme crash le cash. Là, puis, Go! Ouais. Wow! Deuxième sujet que vous abordez dans le film qui me fascine, c'est les survivalistes. Une conspirationniste. Les conspirationnistes. Ouais. Et qu'est-ce que on sort de la pandémie? Qu'est-ce que vous avez. C'est quoi votre réflexion par rapport aux conspirationnistes? Ils sont Est-ce qu'ils vous ont convaincu? Ouais. Ben moi, j'étais un peu comme un genre de demi-conspirationniste, semi-convaincu. Tu sais, moi, j'ai toujours adoré ça. Tu sais, quand j'étais jeune, il y avait des magazines de conspiration, JFK, la vraie histoire, le 11 septembre, la vraie histoire. Tu sais, moi, ça m'a toujours plu, ça m'a toujours fasciné. Je trouve ça toujours intéressant, cette idée-là de... C'est vraiment des légendes urbaines. Tu sais, c'est comme aujourd'hui, nos monstres, c'est le gouvernement qui fait des trucs. Exact. Comment est-ce que l'élite contrôle la planète? Exact, tu sais. Puis le sida, c'est pas vrai. Puis tous ces trucs-là que moi, ça me fascine, tu sais. Puis, on a embarqué là-dedans. Puis finalement, la vie a fait qu'elle nous a un peu rattrapés parce que le mouvement conspirationniste, c'était... Oui, il y avait comme... Quanon commençait en 2018. Là, moi, je me rappelle d'avoir vu Quanon. Puis, tu sais, de me dire... OK, tu sais, vraiment un truc vraiment intéressant par rapport à la conspiration puis par rapport à ces histoires qu'on se raconte. Puis, il y avait aussi un truc, moi, qui m'intéressait. Au Japon, il y a un phénomène qui s'appelle les Ikimori, qui sont des jeunes qui passent leur temps, en fait, à s'enfermer dans leur maison. Wow. Puis ils vivent à l'époque où l'Internet commençait, là, donc c'est possible. Donc, ils se faisaient livrer de la bouffe. En fait, ils vivaient la pandémie avant que la pandémie existe. C'est exactement ça. C'est vraiment, vraiment ça. Puis, tu sais, fait que moi, ça me fascinait. Puis moi, je trouve ça full intéressant. Puis on est allé là-dedans, dans cette espèce de conspiration-là. Le personnage seul aussi, un peu solitaire, qui n'a pas d'amis. Puis que. Vite, c'était l'idée qu'il y avait la perception de vivre dans une réalité, dans une simulation, pardon. Là. L'idée de Néo dans la matrice. Ouais, ça, c'est quand même, on s'y est accroché vite à cette idée-là. Puis, mais tu sais, on s'envoie tout le temps, quand on écrit, on s'envoie tout le temps beaucoup de YouTube, de TikTok, de IG, les réseaux. C'est quand même toujours une bonne source d'inspiration pour écrire. Puis, ce qui était fucked up, c'est que plus qu'on avançait dans l'écriture, plus qu'on trouvait des gens, plus qu'on trouvait c'est comme si on apprenait à... Tu sais, le film, on l'a écrit, mais on l'a pas genre creusé pendant 2 ans de temps comme certains processus le demandent. Tu sais, là, on l'a comme pitché. On a commencé à se dire que c'était un conspirationniste sans trop approfondir. Sans trop approfondir. Puis là, au fur et à mesure, on se rendait compte, mais Jérémy, il est quand même neuroatypique. Tu sais. Il y a quand même cette espèce de... Il y a ce profil-là, tu sais. Puis là, on se pitchait, on a trouvé un profil que là, on commençait à dig dans le profil de la personne, puis on se rendait compte, c'est notre personne, c'est lui, dans le fond. On trouvait des réponses. Mais on avait déjà tout tourné, là. C'est ça. Qui était fucking... Non, c'est ça. C'est ça qui était weird. C'est comme si on... Ça confirmait. Ouais. Mais on avait la chance de continuer à tourner, tu sais, parce qu'on a pu reshoot, je sais pas, 7 fois, genre, avec le film. Qui est un luxe incroyable. C'est le plus grand des luxes. Aux États-Unis, même encore, ils ont de la misère à se payer ce luxe-là. Au Québec, tu peux même pas y penser. Wow! 1 journée, 2 jours. Mais tu sais, il faut comprendre qu'un reshoot, c'est le constat d'un échec en cinéma. Ça coûte cher une journée de tournage. Faire un reshoot, c'est un échec. C'est de l'extra. Alors que nous, on s'est dit, non, on essaye des affaires. C'est pas grave si on se trompe une fois. On va essayer d'autres affaires. C'est un lab. On va réessayer. Mais ça, c'est un luxe que peu de prods peuvent se permettre. Wow. Fait qu'on est continué dans le processus, on a dig. C'est un super paradoxe, votre film, parce que
vous n'avez pas de budget. Alors, moi, mon premier réflexe, c'est vous n'êtes pas libre, vous êtes coincé. Pas de budget, ça signifie peu de lieux, ça signifie pas aucune fantaisie. Au contraire, pas de budget, ça vous a permis plein de choses qu'un budget ne permet pas. Beaucoup de frustration quand même, malgré tout. Mais en même temps, c'est vrai que la contrainte crée plein de... Puis le cellulaire, je veux dire, si on n'avait pas fixé sur le cell, de faire des reshoots, ça nous aurait coûté plus. Tu sais, comme l'idée de l'outil qu'on a utilisé, je pense que c'est ça qui a sauvé puis qui a apporté énormément de liberté. Parce que sans ça, on se serait fait chier là, avec un Kodak réglo, je veux dire. À chaque fois que tu aurais collé un reshoot, tout le monde aurait fait que je sais pas, on va le sortir de où cet argent-là? Là, c'était ça, mais bien moins pire. Là, puis le temps d'aller chercher le stock aussi. Ben, tout ça. Tout. Tu sais, juste d'aller chercher, tu sais, en cinéma, on loue 4 cubes, on foule ça d'équipement, puis on s'en va tourner. Mais tu sais, juste de fouler ça, ça va prendre une demi-journée, une journée complète. Fait que t'as même pas de tournée, que t'as déjà une journée off, puis là, tu le sais qu'il va falloir que tu ramènes le stock. Fait que pour ta journée de tournage, t'as déjà 2 jours de gossage. Là. De main-d'œuvre. De main-d'œuvre, de se préparer à amener le stock. Fait que, tu sais, ça, ça l'a évité complètement. Là. Parce que, on avait un sac à dos, le stock tenait dans mon sac à dos, puis la caméra était dans mes poches. C'est génial. Ouais, ça, c'était fou. Comment vous avez approché Sarah-Jeanne Labrosse? Comment c'est joué au projet? C'est Guillaume, ça? Je sais pas, je me souviens plus de où qu'on se connaissait. On s'était croisés une couple de fois, tu sais, acteur, tu te croises sur des plateaux, des amis. Fourchette, ça se Fourchette? Non, c'était pas Fourchette. Encore? Non, c'était, elle a pas joué dans Fourchette. Non, mais c'est comme des amis. Ah ouais, c'est ça, ça se peut que ça soit Sarah Maud Beauchesne là, qui m'a linké. Je me souviens plus, mais j'ai écrit. Tout simplement, j'ai dit, hey, Pat, moi, on pense à ça. C'est super organique, j'adore ça. Tout votre projet est super organique. Tu sais, oui, absolument. On n'a rien forcé. Là, je veux dire, Sarah-Jeanne, c'était pas comme. Lui puis moi, on se disait, hey boy, je sais pas si ça va y tenter, mais si ça marche, Colin, ça serait nice pour le film. Puis. C'est quoi tout de suite que Sarah est influenceuse? Ah c'est ce qui est génial. Tu sais qu'un casting, c'est ce qui est cool. C'est ça. Tout de suite. Puis je veux dire, c'est ça le stunt aussi, c'est que Sarah-Jeanne est influenceuse, dans le sens qu'elle a son fanbase. Elle a quand même, on l'a dit comme la plus grande influenceuse au début là, du Québec. Là, bref, elle a juste vraiment répondu. Elle peut aller à Juste pour ado. Exact. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, Sarah, c'est elle qui a tout fait ses stories. Pour vrai, c'était une machine. Moi, on était sur le tournage, puis elle partait d'un bar, elle faisait toutes ses stories, elle revenait, puis elle était comme, check, j'ai fait ça. Oh, wow, t'es tellement comme... efficace. C'est fou. Non, mais puis elle catchait le ton. C'est ça qui était le fun, c'est que l'ironie aussi qu'on avait, il y a un ton dans le film quand même qu'elle a catché. Tu sais, Zéro, on a vraiment jammé ensemble, elle comprenait qu'on avait un regard un petit peu oblique sur l'influence. Tu sais, à un moment donné, elle a un ballon, puis elle est à Toronto, puis elle parle en anglais, puis tu sais, clairement, elle rigolait là, à faire cette story-là. L'avocado, en tout cas, le code promo avocado, on était crampés, tout le monde était crampé en faisant ça. Moi, je magasinais les looks avec Sarah-Jeanne, puis pour les costumes du film, puis... Parce que Guillaume est aussi costumier. Non, sur certains projets... mais sur ce projet-là, oui. Prends-les, là. Oui, je veux dire, on n'avait pas... Fallait éclairer des postes, je l'ai pris, ce poste-là. Oh, t'es bien habillé, hein? Ah, thanks, c'est gentil, mais... bref, on était chez Simons à magasiner du stock, elle puis moi, puis là, on était dans la section designer, puis on se payait la traite, genre, on était comme, on y va, Kim Kardashian, à fond la caisse, puis on était, le jam avec Sarah-Jeanne, elle comprenait, c'est ça. Sarah-Jeanne, puis moi, on s'envoyait souvent du stock, genre des morceaux ou des affaires, en mode, genre, ça, c'est nice. Fait qu'on on jammait souvent à propos de linge. Fait que là, c'était encore plus drôle de se ramasser en mode cabine d'essayage, puis là, elle sortait en mode, complètement fringuée en Yeezy, ou genre... Fait qu'elle a vraiment embarqué à 100 000 à l'heure, là. Puis il y avait aussi l'idée un peu, Spring Breakers avait utilisé Selena Gomez, toutes les princesses de Disney, puis Harmony Korine les avait comme un peu inversées. Puis il y avait cette idée-là de stunt, là, d'aller chercher quelqu'un qu'on pensait qui irait pas faire un film avec un cellulaire. Et aussi, elle a énormément de talent. Ouais, c'est fou. Oui. C'est fou. C'est malade. Je connais pas, je connais juste son œuvre, là. Puis, on a Marc-André Grondin aussi qui a accepté comme un chef aussi. On a reshoot avec Marc-André. Il a été full willing. Il joue un rôle là-dedans. C'est mon dealer. Quand est-ce qu'on a vu Marc-André jouer un dealer? Il a été vraiment smooth. Tu y crois?
Un peu, dans Mafia Inc., il est un peu dealer. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ouais, mais tu sais, on dirait que c'est de... Là, on l'a installé comme un dealer, mais un dealer comme... Mais Mafia Inc. n'était pas sorti. En plus. C'était même pas En tourné, plus, je pense. c'est vrai. Mais tu sais, c'était comme pas c'était comme un dealer très, je sais pas comment dire, très bourge, là. Il y avait de quoi de... C'est le dealer des bourges. Il était pas en mode genre mafia, crime organisé. C'est le dealer qui reçoit dans son condo. Exact. Moi, c'était ma référence. C'est si Jacques Villeneuve avait décidé de, au lieu de faire des troubles fiscales, avait décidé de, pour régler son cash, d'être dealer. C'est comme ça, moi, j'imaginais. Jacques Villeneuve qui a pogné un gros kick, c'est psychédélique, genre, puis il est comme toute la gang, vous allez en profiter, j'ai les meilleures microdoses en ville, tu sais. Et c'est pour ça que quand la première fois on le rencontre, on entend une course de la F1 super fort. Puis il y a une petite phrase qui dit, puis pour moi, elle est là, cette phrase-là, il est comme ouais, y a-tu gagné? Non, il a perdu. Puis il dit, mais tu sais, un athlète, quand ça perd, ça broye. Puis moi, juste cette phrase-là, pour moi, elle évoque, OK, lui, c'est peut-être Jacques Villeneuve. C'est un ancien athlète, puis il l'a perdu, puis il vit constamment dans son passé. Puis il y a un peu de ça aussi, là, la nostalgie dans Très belle journée, là, de l'idée nostalgique de toi, ton personnage vit dans le passé. Le personnage de Marc-André Grondin vit dans le passé aussi. 100%. Accroché à quelque chose qui est... Sauf Sarah Jeanne, complètement dans le futur. On dit ça, mais les influenceurs, ce qu'ils vendent, c'est leur jeunesse. C'est le plus triste des influenceurs. C'est les voir vieillir et les voir se sentir qu'ils vieillissent. Et le plus triste, moi, je trouve, des influenceurs, c'est les influenceurs qui sentent qu'ils vieillissent, fait qu'ils veulent se rajeunir, fait qu'il n'y a rien de plus vieux qu'essayer d'avoir l'air jeune. Puis de faire les chirurgies. Ouais. Puis de te déformer la face. Ouais. Ouais, non. En effet, là. C'est... Oui. 100%. Vous avez fait un film qui est disponible sur Netflix. C'est quoi ce trip-là? C'est quoi avoir un film disponible sur Netflix que les Néerlandais peuvent écouter puis vous écrire sur Netflix? C'est insane. Pour vrai, ça n'a pas rapport. C'est en même temps un peu... c'est très dans presque l'ordre des idées. C'est abstrait, là. C'est vraiment abstrait. Ouais, c'est vraiment weird. Où ça s'est concrétisé à certains moments. Moi, il y a un mois, je suis allé dans un truc étudiant de PCCQ, puis il y a un étudiant français qui est venu me voir, puis qui m'a dit, tu sais, moi, j'avais jamais écouté de film canadien. J'étais comme, ben non, c'est sûr que tu avais écouté. Non, jamais écouté. Puis le fait que ton film était sur Netflix, j'ai fait, un film canadien, c'est la première fois que j'écoute ça. Et il y a le premier film canadien qu'il a écouté, c'est Jusqu'au déclin. Puis après, il a trippé. Puis là, il est allé chercher, il est allé vraiment dig jusqu'au point où il étudie en cinéma ici. Mais ça, moi, quand j'ai fait dire ça, j'étais comme, mais ça se peut pas. Sinon, tu sais, des emails d'un peu partout dans le monde en mode wow, j'ai vraiment aimé ce film-là. Ça, c'est ouais. C'est parce que on fait des films, puis souvent, tu te rends compte qu'il n'y a personne qui va au cinéma. T'sais. Les films, ils restent à l'affiche pendant 2 semaines, puis après ça, là, ça commence à s'améliorer, mais ils sont souvent pas trouvables. Tu sais, genre pour après les streamer. Moi je pense, toi aussi, là, clairement, on vit cette sensation-là de se dire pourquoi qu'on fait ça? T'sais? C'est comme à un moment donné, même si on adore le faire, si personne va voir nos shows, si personne vient te voir en show, c'est plate. Là, fait que moi, ce que j'ai adoré, c'est la sensation que le film il a été vu. Il n'a pas été genre un gros box-office au Québec, c'est genre quoi? C'est comme. C'est petit, là. C'est pas très gros. Là. Puis ça, c'est un Christy de succès. Là. Les boys, là, genre. Comme, sont tough à pogner. Tu sais, là, d'avoir, mettons, nous autres, les premiers chiffres qu'on a eus, c'était 21 millions. On était comme, attends une minute, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça n'a pas rapport. C'est comme, ça n'a pas rapport. C'est génial. Ouais. Ben, c'est du jamais vu. C'est vraiment, ça montre qu'il y a des gens, puis c'est ça qui est fucked up, c'est d'apprendre à quel point que le pourcentage de vues n'est pas au Québec. Les hauts pourcentages sont pas au Québec, ils sont pas au Canada. On a genre, au Québec, on est 5% de ce pourcentage-là. Ah ouais, c'est fou. Le film n'est pas vu ici. Moi, là, encore, je fais des conférences dans des écoles en ce moment, puis je leur demande est-ce que vous avez vu Netflix, puis c'est des étudiants en cinéma. Puis pour vrai, encore hier, là, il était 25, il y en a 6 qui l'avaient vu. Wow! C'est fou. C'est weird. Moi, j'arrive pas à saisir. Tout le monde a Netflix, personne ne va regarder du cinéma québécois. Wow, ce qui est fascinant, ce que tu viens de dire, Louis Morissette a dit la même chose au podcast de Jerry Alain. Il disait que son film, Le Guide de la vie parfaite, c'était beaucoup dans les pays hispanophones d'Amérique du Sud, catholiques.
beaucoup de Vénézuéliens, beaucoup d'Argentins, je crois. Je pense qu'ils kiffent le cinéma québécois parce que nous aussi, c'est genre Brésil, Espagne, Allemagne. Allemagne, ouais. Je pense que c'est ça les tops. Là. Les pays nord-africains aussi, Maroc, ça a fonctionné aussi. Wow. Mais ici... Correct. Hey, ça me fait c'est weird, hein? Ça me fait mourir de rire. Puis quand ces deux projets, ça confirme. Là. Wow. Mais là, c'est pour ça que l'idée de sortir un film en salle, même si on sait que ça se peut que son espérance de vie soit limitée, d'avoir un feedback avec le public. Le page, on part présenter le film un peu partout à travers le Québec. C'est ça qui donne aussi un... Tu sais, t'as l'impression de faire un show, t'as l'impression... Tu sais, moi, le théâtre, t'as le contact direct. Après, tu prends un verre avec le monde puis tu jases, même à faire en humour. Tu sais, c'est ça qui fait du bien. Tu sais. C'est la raison qu'on a attendu aussi longtemps. Exact. Parce qu'on voulait pas... Tu sais, pendant la pandémie, moi, honnêtement, Très belle journée aurait pu sortir la même année. On aurait pu avoir 2 films sortis en 2000, là, en 2020, là, on aurait vraiment pu. Puis j'étais comme, ben pourquoi on va le sortir? Pour se retrouver encore sur une plateforme, pas voir le monde, pas pouvoir voyager avec le film, pas rencontrer les gens en vrai. Moi, je suis pas intéressé. On va attendre. On va vraiment attendre. Puis c'est pour ça qu'on est là en ce moment, parce que là, les salles, ils sont là depuis, presque 6 mois, 1 an, là, mais en plus, ils sont pleine capacité. Tu sais, avant, le cinéma, C'était weird, là, tu sais. Mais là, au moins, tout est redevenu un peu normal. Ce qui fait que c'est là qu'on s'est... Il y a un engouement. Les gens veulent retourner en salle parce que c'est un peu le plaisir oublié, tu sais. Ouais. Tout le monde y retourne. Tout le monde est comme « Ah, Chris, ça fait du bien d'entendre le monde rire. » Une effervescence. Oui, exact. Ouais. Okay. Je me demandais c'était quoi ça, ce phénomène-là, parce qu'un truc que je trouve... Non-humour, ça peut toujours changer, ça peut toujours s'améliorer. C'est comment le sentiment de présenter quelque chose de fini, tu peux pas toucher. C'est quoi cette émotion-là? Mais c'est le vertige. Mais pour contrer ça, il y a quand même beaucoup de projections tests. On fait du rodding un peu, là, on le présente à des gens, mais il y a un moment donné, effectivement, il pogne sa finalité. Puis là, ça va être ça. Il faut que tu te détaches de ça. Puis tu peux plus y toucher. Et c'est ça. Ouais. Mais comme acteur, c'est weird. La quantité d'acteurs de cinéma qui assistent jamais à leur screening, parce qu'il n'y a plus de pouvoir. C'est derrière toi, puis souvent, tu es comme « Ah, j'aurais pas fait ça de même, blablabla. » Moi, j'ai toujours trouvé ça weird. Puis moi-même, c'est pas mon grand plaisir de screener un film parce que t'es comme... T'aimes pas ça de voir c'est 10 weird. pieds dans les airs, puis 16 pieds de long, puis... C'est super weird. Exact. Puis tu peux plus rien faire, mais en même temps, c'est le fun de tâter le pouls, voir comment que les gens réagissent, sentent la chose, mais... C'est très distant comme médium après coup. C'est le fun de pouvoir en parler, c'est le fun de pouvoir assister quand même, d'entendre, d'être là à un Q&A. C'est le passé aussi. C'est ça. Normalement, si le film sort en 2022, tu as filmé généralement en 2021. T'as changé, t'avais une barbe à l'époque. Tout le temps. C'est super étrange. Mais tu sais qu'au théâtre, en fait, sur scène, t'as ce pouvoir-là. Sur scène, t'es comme toujours en train de changer. C'est dans l'instant. Exact. T'sais. Je sais pas, moi, j'ai toujours trouvé ça weird comme feeling au cinéma. C'est plus l'acte de le faire qui est très intéressant. Moi, je trouve qu'après ça, de le screener, il y a de quoi d'agréable, mais d'un peu frette. Une petite apnée, tu sais. C'est comme, OK, c'est ça. On a fait ça. C'est un peu comme ça, j'ai fait mon petit projet. Voici mon dessin. Apprécie-le, s'il te plaît. J'ai fait le mieux que je peux. Mais je me souviens, moi, quand on s'est rencontrés, il y avait des soirées kino, puis tout le monde présentait leur film, là, puis tout le monde était mal à l'aise de présenter leur film. C'était tout le temps comme, ouais, OK, c'est ça. En tout cas, j'ai fait ça, là. J'ai fait ça. En tout cas, OK, enjoy. Puis il y avait tout le temps cette espèce de malaise, là, de présenter quelque chose qui est derrière eux, mais qu'il faut qu'ils assument. C'est vraiment weird au cinéma. Ça part pas. Non, ça part pas, puis t'es plus en contrôle. Une fois, j'ai entendu une anecdote de Martin. Pour Goodfellas, Scorsese, pendant une des premières, il parlait à son producteur en disant « Je vais changer ça. » Puis non, c'est fini. Là. Tu peux pas. Monsieur, c'est... Fait que si Scorsese, à la fin de sa carrière, à 60 ans, il a de la difficulté à laisser partir un film, personne ne peut laisser partir un film. Mais c'est ça, je pense, qui a été, en tout cas, long, mais précieux avec ce projet-là, c'est qu'il y a eu quand même une grande... À cause de la pandémie, à cause des reshoots qu'on avait calés, on a pu... Pat, t'as quand même pu retourner... Il y a eu un gros processus de montage quand même au film. Fait que t'as pu, toi, réfléchir longtemps à ta sculpture, à ce que t'avais envie de modeler, puis de le recommencer au complet, que normalement, tu sais, après, je pense, c'est quoi, 8 mois, 7 mois même? Ouais, 6 mois, déclin, ça va tellement... Ton picture lock, là, ça, c'est ton montage, on y touche plus. Là, à partir de là, on part en son, on part en colo, fait que c'est comme, tu peux plus changer de choses à l'image, tu sais. Ça coûte tellement cher revenir en arrière que c'est pas possible. Parce que là, tous les conformes ont été faits, donc si tu changes, par exemple, à 1h05 quelque chose, ben là, tout le montage ne tient plus sur les différentes
les différents paliers. Donc, en son, il faut tout que tu reconformises. Puis c'est juste ça, ça prend 1 journée, 2 jours, des assistants qui font ça. Fait qu'encore, c'est des coûts. Puis on n'a pas ces coûts-là ici. On peut pas se permettre ce genre de jam-là avec la matière. C'est très des chutes d'eau. Une fois que tu as passé le chute, tu peux plus remonter. Mais il y a eu une longue belle chute image. pour le montage. C'est ça qui est quand même un luxe. Ouais. Parce qu'on a pu, à cause de la pandémie, puis à cause du fait qu'on était comme, on va le sortir quand les salles vont être ouvertes, il y a quand même eu un long moment que Pat a pu comme réfléchir en masse pour avant de passer à la prochaine étape. Tu sais. Est-ce que des fois, tu considères qu'avoir trop de temps, ça peut jouer contre toi? Ouais, full. Comment ça? Ben, c'est une grosse boîte à Pandore. Là. Encore là, tu sais, l'idée que le film, Mané, doit se terminer, d'avoir toujours la possibilité de se dire non, mais on pourrait modifier telle affaire, C'est infini. c'est infini. C'est infini. Puis à un moment donné, tu fais, ben, il y a un producteur qui dit, c'est fini, là. Ah, puis ironique, paradoxalement, plutôt, au tournage, c'était l'inverse. Là, c'est le festival du jazz de maintenant. Fait qu'on filme, puis on fait du mieux qu'on peut, au maximum, let's go. Là. On peut pas refaire le festival du jazz. T'es-tu libre à soir? C'est à soir, là. Je pense que c'est à soir. OK, go, on est là dans 4 heures, tu sais. C'est chiant. Ouais. Amène les costumes, please. C'est ça. Amène les Kim Kardashian kit. Avez-vous des projets, avez-vous d'autres projets pour l'avenir? Avez-vous d'autres idées? On adapte un livre en ce moment, ensemble, qu'on écrit à 2. L'auteur aussi participe au dialogue du film. C'est Tout est Ori. Ouais! Ouais. Vrai? Yes! Non, lisez ça, c'est génial! Hein? Pour vrai? Ouais, on est là-dessus. Ouais. C'est donc bien cool! Mais oui! Vous avez... Ah! Mais oui! Vous avez fait une petite fille qui se masturbe! Mais... C'est ça le film! C'est extraordinaire! Wow. Hein? C'est En plus, extraordinaire. c'est beau! C'est bon. Surtout, Drôle. drôle. C'est en Côte-Nord, en plus, hein? Ouais. Non. Ah, On est allé à Baie-Trinité, là, où ça se passe. On a écrit là pendant un mois. Pendant un mois, on est allé voir l'usine, comment que ça se passait. C'est un fou film. Puis c'est un grand livre, toute théorie. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est vraiment... En plus, c'est tellement cinématographique parce qu'il y a Exact. une couleur qui existe. Puis c'est génial. Je peux pas dire que c'est bon. Ceux qui ont lu le livre, mais c'est génial. Ouais, c'est malade. On est bien excités par ce prochain ouais. projet-là. Mais c'est comme c'est venu, c'est tombé, ça nous est tombé dessus. C'est vraiment, moi, cette histoire-là, on avait, il y avait la part d'une institution, on le nommera, le Club Illico était vraiment intéressé à travailler avec nous autres. Mhm. On n'avait pas de projet. J'étais comme, on va pas pitcher n'importe quoi, on va vraiment réfléchir. Puis on était comme dans une espèce d'ouverture. Fait que on est comme, bon, mais quand il y a quelque chose qui va, on va... Pat, il était comme, moi, je veux une adaptation d'un livre, rien d'autre, j'ai pas envie d'écrire. C'était comme... Ouais, j'étais un peu en burn-out. T'étais comme, c'est fini, là, moi, je veux un livre, là. Je veux qu'il y ait un livre qui tombe du ciel puis que ça soit ça que j'ai envie d'écrire. Fait qu'il... C'est tellement un film. C'est Ouais. fou. Puis, chez mes parents, je vais porter le char au garage, un addon. Là. Je suis pas supposé être là à ce moment-là. Il est 4h30. J'écoute le 15-18. Puis, il y a Catherine Richer qui annonce le prix Robert Clich. Puis, elle dit une phrase. Elle dit « Ce livre avec un grand potentiel cinématographique, inspiré des frères Coen, John Irving et les Simpsons. » Puis là, moi, j'entends ça. Je fais « Ah, ça a bien l'air nice. Et Welbeck. Check ça, c'est mon prochain film. » Ah! J'ai ce flash-là. Je me dis, c'est drôle, je sens que c'est mon prochain film. Je ferme le truc, je vais porter le truc. J'arrive chez nous, le livre n'est pas sorti. Il sort à minuit le soir même. Puis là, je suis comme, oh shit. Là, je dis à Julie, hey Julie, tu peux-tu juste valider comme, tu sais, des fois, les droits sont déjà vendus. C'est déjà, tu sais, s'il y a des affaires, Brise mon rêve maintenant. s'il te plaît, valide. Non, toi, ça te semble être correct, mais le livre sort à soir à minuit. Je fais, OK, cool. À minuit, moi, j'ai un e-book, fait que je la jette, je me mets à le lire. Puis il y a une scène en particulier, là, je suis comme, OK, mais c'est sûr, c'est ça. Là. Laquelle? Le chat, moi, m'a beaucoup plu. Cette espèce de truc-là, je revenais à une œuvre que j'adore, qui est Gommo, où c'est 2 kits. T'as-tu vu Gommo? D'Harmonie Corinne? Ah, tu triperais. Non, mais ça, c'est sûr, ça, c'est ton... Ça, Regarde ça. il faut que tu regardes ça. J'embarque. C'est Harmonie Corinne, donc, qui a fait Spring Breakers. C'est son premier film. Il avait écrit Kids. Il avait écrit Kids auparavant. Oh. Mais c'est comme, tu suis 2 kids. Ben, tu suis plusieurs histoires, mais en particulier 2 kids dans un village qui a été détruit par une tornade. Puis les kids, ils pognent des chats, ils les tuent, puis ils les vendent au boucher.
puis pour acheter de la colle puis sniffer de la colle. C'est sûr que tu vas triper, là. Thomas, c'est sûr. Mais pour vrai, oui. Tu vas écrire le scénario de rêve. C'est sûr que tu tripes. Tu devrais vraiment. Et donc, puis cette scène-là, puis à 3h du matin, vraiment, j'écris à Julie, hey, c'est sûr, il y a quelque chose là. J'ai pas encore lu la fin, mais même si la fin est pas bonne, le début est tellement bon que c'est trop bon. On va chercher le livre, commence à le lire. Puis moi, je le lis en 3 jours, puis là, la fin, je suis comme, waouh, c'est bon, tout est bon, genre, j'adore ça. Je m'en allais au BC faire du snow, puis Pat, il me dit, achète-toi ça avant de partir pour l'avion, puis regarde, je vais finir la fin à soir, là, mais check ça, puis regarde, on s'en parle quand t'atterris. Mais c'était fou parce que moi, quand je t'atterris, j'avais lu toute la nuit. Genre, j'avais pas arrêté de le lire, j'avais hook complètement. Puis c'est vraiment du papier à coller comme livre. Là. Si vous le procurez là, dans une bibliothèque ou vous l'achetez, c'est très difficile à laisser tomber. Ouais, c'est addictif. Ouais. Puis les trois. C'est super étrange, mais les émotions sont bonnes, c'est génial. C'est très sensoriel. T'es comme captivé sensoriellement. C'est très sensoriel, c'est vrai. Ouais. Vraiment. Puis, tu sais, il y a un jeu aussi de genre que nous, on trouve bien intéressant. Ça commence comme une saga familiale pour se transformer en une espèce d'enquête thriller sanitaire pour finalement se retransformer en un film de science-fiction nippone. Donc, tu sais, tout ce jeu-là, on sentait vraiment que c'était une écriture qui était très contemporaine. C'était un coup de cœur. Puis c'est drôle. C'est fucking drôle. Est-ce qu'il y a des dialogues qui sont là bijoux? Mais ça, c'est rare. C'est rare en Christ que tu lis un livre, un roman, une fiction, puis tu te capotes ces dialogues. Moi, comme acteur, là, genre, je les lisais à voix haute. Ah, moi, c'est drôle que tu dises ça parce que moi, la plupart des... Ah oui? Les bons écrivains, c'est même un... Quand tu veux écrire un roman puis tu veux qu'ils soient lus, tu travailles ces dialogues. Non, mais moi, comme acteur, que j'ai envie de les lire, là, souvent, je vais trouver ça littéraire. Je vais trouver ça bien écrit, je vais trouver ça savant. Ah, les meilleurs romanciers. Ouais, c'est ça. Leur plus grande force, c'est les dialogues. Puis même, c'est un... Je pense, je sais plus comment il s'appelle, malheureusement. Je pense que c'est Leonard qui s'appelle. Il a écrit plusieurs romans qui sont devenus des films. Il a dit, tu veux que ton roman soit lu, mais beaucoup de dialogues. Parce qu'il dit, les lecteurs, à l'aéroport, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le livre puis ils checkent des dialogues. Sans faute des descriptions. Ils veulent lire des dialogues. Si tu maîtrises les dialogues, tu vas être lu. En tout cas, moi, c'est rare, j'en avais lu des aussi bons québécois. Là. C'est pas le Serge. Aussi savoureux. Là. Là, il est doué. Ah, mais c'est un coup de cœur. C'est vraiment. Sans le moindre doute. Ouais. Fait que ça, c'est notre gros projet. Ça, c'est notre gros projet. Des gars occupés. Ah, quand même. Ah ouais. Quand même. C'est temps-ci, on est occupés. Ouais. Ça va bien. Ben, ça fait du bien, tu sais, on passe de la misère à payer un parcomètre, tu sais, à genre, moi, j'étais valet, je parquais des valets au noir, je parquais des chars au noir un peu partout avec un espèce, je sais pas, as-tu déjà vu ça? Valet Québec? Non, jamais. Non? Ils ont genre leur manteau rouge, là, avec écrit Valet Québec en arrière, puis tout ça, c'est pas déclaré. Ils sont brandés à l'os, puis sont partout à travers Montréal. Puis moi, j'étais là en mode, je suis plus capable de parker des chars, Pat, là. Moi, je veux faire des films. C'est ça qu'on fait depuis le début, mais il est temps qu'on réussisse à vivre un peu de ça, là, tu sais. Fait que là, d'avoir un peu de se faire payer pour écrire un film, que ça soit un film qu'on a envie de faire. Et pas une commande, c'est une passion. C'est une passion. Ben oui. Dans le monde des arts, là, on se fait des commandes, puis on se fait croire qu'on aime ça. Ouais. Pas là. Non. Là, on capote ben raide. C'est vraiment du gros fun. Ah, mais je suis très heureux d'entendre ça. Ouais. Le film est sorti quand vous voyez le podcast. Très belle journée. Allez le voir en salle. C'est vraiment le fun. Ouais. Je pense que ça mérite d'être en salle. Ça sera pas en salle longtemps. En plus, il annonce un beau week-end. Fait que ça va être difficile. Et le film dure juste 75 minutes. Ah, c'est bon, ça. Fait que même s'il fait beau, quand il commence à faire noir, on rentre dans une salle, 75 minutes. Après, on est frais dispo pour l'apéro. Puis continuer notre soirée. Ouais. Ça, je le conseille. Parce que malheureusement, la réalité, Guillaume tantôt l'a dit, si le film fait plus que 2 semaines, moi... déjà, si le film fait plus qu'une semaine, moi, je suis là. Je vais être content. À 2, ça va être comme... 3, ça va être un party. 3, c'est un party. Un podcast, ça dure longtemps. Pas juste dans la durée de... Mais Dans la vie, ben ouais, en effet. Si c'est plus en salle... Il va être en streaming. Génial. Ouais. Au mois de... disons automne. Google Disons nous. automne. Merci beaucoup, les gars. Ah, merci à toi. Merci tellement. Je te souhaite beaucoup de plaisir et j'espère que tu as aimé ta première psychose. C'était pas pire. C'était vraiment pas pire. C'était soft quand même. Ouais, c'était soft, psychose. Ah oui. Cool, psychose. Yeah.